le marché devrait s'auto-réguler? Oui, je pense, parce que quelqu'un qui n'a pas les compétences, à un moment donné, il n'arrivera pas. Enfin, il aura peut-être développé quelque chose en achetant un foncier qui est trop cher, il aura des logements, si on parle de logements qui auront des prix de sortie qui sont trop chers, qui ne trouveront pas preneur, il va se retrouver avec des problèmes. Je pense qu'il y a effectivement, dans des situations comme aujourd'hui qui deviennent un petit peu plus compliquées, une autorégulation qui se fait, et c'est ça. On peut, pour moi, continuer à développer et à construire, et il faut en périphérie, mais il faut le faire intelligemment, il faut le faire aussi sans surpayer du foncier. Et ce qui pèse beaucoup dans la balance, c'est la durée des procédures. Si quand on développe un projet au pied du Jura, on a 10 ans de procédure, les 10 ans de procédure puis l'investissement qu'il y a eu pendant ces 10 ans pèse beaucoup plus lourd que si on est effectivement au bord du lac à Genève. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode, j'ai la chance d'accueillir Robert Ischer. Hello Robert. Salut. Merci beaucoup d'accepter de tourner cet épisode avec moi. On va parler aujourd'hui de développement immobilier principalement, et surtout du gros développement. Peut-être raconte-nous un petit peu ton parcours pour débuter, et puis ensuite on enchaîne. Ouais, avec plaisir. Donc, je suis développeur immobilier depuis un peu plus de 20 ans maintenant. J'ai fait mes premières armes en entreprise générale, et puis après, j'ai assez rapidement dévié sur la partie développement. Donc, bon, le développement est toute la genèse d'un projet, depuis l'achat d'un foncier, les premières esquisses, jusqu'à l'entrée en force d'un permis de construire. J'ai créé ma société Ischer Développement il y a 5 ans tout juste maintenant. Et puis, accessoirement, je suis président de l'association des développeurs immobiliers vaudois depuis 3 ans. Magnifique. Donc, grosse expérience dans le développement, surtout de grosse importance. Oui, alors tout à fait. Plutôt j'ai eu la chance de pouvoir travailler plutôt sur des projets de grande importance. Ce qui diffère peut-être de plus petits projets, c'est finalement tout ce qu'on peut amener comme réflexion, comme valeur ajoutée pour avoir une vision d'ensemble. Pas uniquement construire un bâtiment et ça s'arrête à une belle façade ou à un logement fonctionnant, mais vraiment à construire des quartiers pour le futur. Magnifique. Et quand on parle juste pour être clair, quand on parle de développement, c'est de quelle phase à quelle phase dans un projet immobilier? Un développeur pur. Alors je dirais, bon, le développement est le suivi de toute la phase d'un processus immobilier, mais plus particulièrement la genèse, donc vraiment depuis l'achat d'un terrain qui soit déjà constructible ou non, jusqu'à la création, l'entrée en force de droits à bâtir, puis la création d'un projet qui est prêt à être construit. Ok, parfait. Et quand tu dis achat d'un terrain constructible ou non, donc ça t'est déjà arrivé de négocier des terrains qui sont pas encore en zone à bâtir? Oui, alors tout à fait, ou qui n'ont pas encore des droits à bâtir en force, et puis sur Ok. lesquels justement on va projeter des plans d'affectation Ok. pour transformer soit l'affectation du sol d'une zone non constructible à une zone constructible, ou peut-être de passer un terrain d'une zone de logement à une zone d'activité, ou le contraire. Ok. Et comment ça fonctionne ça concrètement? Parce qu'aujourd'hui, un terrain agricole qui n'est pas à bâtir, on peut pas l'acheter n'importe comment, on est limité avec la LDFR, Oui, oui, oui. 2500 mètres carrés, etc. Donc comment ça fonctionne pour acheter ce genre de terrain en fait? C'est une négociation avec les autorités publiques directement? Alors je dirais un terrain en zone agricole aujourd'hui, pour moi, c'est no way, parce que c'est inconstructible, pas dire ad aeternum, mais presque. Pendant longtemps? Par contre, on a des terrains qui sont pas encore affectés avec des vrais droits à bâtir, Ouais. ou qui sont affectés mais avec des petites densités. Et puis l'idée, c'est vraiment de pouvoir se positionner sur ce type de foncier où il y a un travail de développement à faire. Et puis ça se fait bien entendu main dans la main avec les communes, avec les propriétaires des terrains, si on n'est pas encore propriétaire. Quand on devient propriétaire de ces terrains-là, c'est un gros travail avec la commune et les autorités cantonales. Ok. Donc ça veut dire, tu trouves des propriétaires, des petits propriétaires, plusieurs parcelles, les unes à côté des autres, là où c'est pas encore bâti. Tu vas négocier avec chacun des propriétaires. À partir de X milliers de mètres carrés, tu peux faire un plan de quartier. Oui, C'est ça que tu vas oui. négocier surtout. Mais connaissant aujourd'hui la complexité qu'on a à obtenir des autorisations de construire, à acheter un terrain, on en a parlé tout à l'heure en Ouais, tout à off, fait. hein, on va en parler Tout à tout à fait. l'heure, mais un peu plus tard. Mais là, quand tu dois changer la densité de la zone, ça prend combien de temps?
Alors, je dirais entre 5 et 15 ans. Ouais, facilement. 5 ans, c'est vraiment le meilleur des cas. Je crois que ça m'arrive une fois. Sinon, on est plutôt sur je dirais, un horizon de 10 ans quand tout va bien. Et je dis quand tout va bien parce que certaines fois, on développe pendant 10 ans un foncier et puis à la fin, on est victime d'un référendum, par exemple. La population Mmh. décide de ne pas affecter ce terrain et puis c'est 10 ans de travail qui est perdu. Ça semble vécu ça. Oui, quelquefois, oui, 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 tout à fait. Ah, ça arrive. OK, donc c'est quoi aujourd'hui la plus grosse contrainte, la plus grosse complexité d'un développeur dans le métier de développeur? Je Avec pense grande aujourd'hui, clairement, c'est la contrainte administrative. Donc, c'est cette succession de démarches administratives qui prend beaucoup de temps, qui est très complexe, avec des étapes à franchir à chaque fois. Et puis, quand je dis étapes à franchir, avec le risque aussi qu'à chaque étape, tout s'arrête ouais. pour différentes raisons. Donc, oui, la complexité aujourd'hui administrative est très lourde et pèse vraiment sur le développement. Connaissant toutes ces contraintes, comment tu fais concrètement quand tu présentes une offre à un propriétaire? Parce qu'aujourd'hui, la concurrence, elle est telle dans les développements immobiliers, dans les projets de développement immobilier. On en parlait aussi, il y a des entreprises de construction qui font ça, des entreprises totales qui font Oui, tout ça, à fait. des artisans, des professionnels immobiliers, des gens qui héritent de terrain, et cetera, et cetera. La concurrence, elle est énorme. Il y a des gens qui ne savent pas forcément toujours calculer Mhm, mhm. correctement. Et comment est-ce que tu fais pour présenter une offre, sachant que, ça a jamais été aussi, imprécis. On n'a jamais eu autant de lois et de règlements. Oui, tout à fait. On n'a jamais été autant incertain du nombre de mètres carrés constructibles vraiment qu'on peut obtenir. Quand on peut. Quand Donc, ouais, effectivement, on a une approche où on doit être en mesure de se projeter sur 10 à 15 ans en se disant, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Comment on va pouvoir convaincre les autorités de densifier dans telle mesure ou pas? Et puis, ben, finalement, quand on fait une offre pour un foncier, c'est de tenir compte de toute cette procédure, de cette durée, du risque aussi qui en découle. Et puis, j'ai envie de dire, par des savants calculs, si on peut les appeler comme ça, d'essayer de déterminer à l'instant T la juste valeur du terrain, puisque la valeur d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Et c'est là aussi où toute la négociation après rentre en jeu. Il faut que le vendeur comprenne aussi que soit il s'en sépare maintenant, il va gagner un peu moins d'argent, soit il monte dans le bateau, il prend les risques avec, au risque de peut-être tout perdre à la fin parce que les droits à bâtir n'entrent pas en force. OK. Donc oui, c'est vraiment un calcul, une négociation au moment auquel où on se positionne sur le foncier et puis des risques finalement derrière que ça aboutisse ou pas. OK. Et comment tu fais pour calculer le temps que tu vas potentiellement perdre avec, une autorisation? Mm. Sachant que du coup, ça fait influencer le prix du terrain, et parce que c'est de l'argent qui au final ne fait rien, si tu dois payer maintenant. Alors oui, et puis j'ai envie de dire, l'argent qui fait rien et qui dort, c'est une chose, mais c'est surtout tout l'argent qui est mis pendant cette phase de développement Ouais, qui fait que le prix du foncier à la fin augmente. ouais, bien sûr. Donc on est prêt entre guillemets, à s'asseoir 5 ou 10 ans sur un foncier qui rapporte pas, avec de l'argent qui est bloqué. Par contre, ce qui est très contraignant, c'est ce que ça coûte. Et puis sur des gros développements, on parle des fois de plusieurs millions d'investissements sur 10 ou 15 ans, à nouveau sans la certitude à la fin que ça aboutisse. Donc c'est plutôt cet investissement aujourd'hui qui est difficile et à prendre en charge. Et puis on sait que quand on développe un foncier, il faut pas développer en se disant j'ai besoin d'un retour sur investissement dans 2 ou 3 ans. Il faut se dire, bah, je dois pouvoir laisser dormir ça 10, 15, 20 ans, sinon il ne faut pas se lancer dessus. Ouais, c'est hallucinant, ça rend le Mm. métier de développeur quand même très compliqué, hein. Compliqué, ouais, tout Ça à fait. Et permet, puis il faut être patient. ouais, c'est clair. C'est quoi la différence? J'imagine que tu as fait des petits projets aussi, Oui, 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 de bien petits sûr. Oui, oui. immeubles. C'est quoi la différence pour toi dans le pilotage d'un énorme projet, de Mhm. plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés, et par rapport à un petit projet, je sais pas, un petit immeuble, 10 appartements? Quand tu développes un petit immeuble, finalement, tu vas te concentrer sur la topologie des appartements en eux-mêmes, la qualité des logements, éventuellement aussi l'architecture du bâtiment, puis ça s'arrête un petit peu là. Quand tu développes des gros projets, des quartiers entiers, tu dois te projeter beaucoup plus loin dans le fonctionnement du quartier. Donc, tu vas développer des logements qui doivent être de qualité, tu dois amener une mixité sociale, générationnelle à ton quartier, tu dois tenir compte des espaces verts, des services peut-être que tu vas mettre à disposition sur place pour le quartier, des petits commerces, peut-être un peu de bureaux. Donc c'est vraiment une approche qui est beaucoup plus globale Mmh. et où tu crées, oui, des quartiers de vie. Donc il faut tenir compte de plusieurs aspects sociaux
et puis de tous les aspects, je dirais, qui ont trait à la durabilité. Donc, en fait, tu deviens un peu urbaniste après. Oui, alors quelque part, je dirais l'urbaniste, lui, il a peut-être une vision encore à un peu plus grande échelle. Ouais. Mais oui, quelque part, il faut avoir des réflexes aussi d'urbaniste quand tu développes des gros quartiers. Oui, oui. Ok. Mais en se projetant aussi plus loin que l'urbaniste, donc en disant, voilà, ça doit être constructible, ça doit tourner après d'un point de vue financier. Donc on ne peut pas s'arrêter juste, je dirais, à l'esquisse ou à la sculpture sur nuage, si je peux dire ça comme ça. Ouais, tout à fait. Par rapport au plan financier, justement, comment est-ce que tu fais dans un projet avec autant de mixité pour gérer le financement? Ça, c'est quand même une grosse question aujourd'hui, surtout aujourd'hui. Oui. Et donc, c'est compliqué quand tu mélanges tout. Alors, enfin, j'ai envie de dire, c'est primordial d'avoir cette mixité, hein, comme on le disait tout à Ouais. l'heure, sur un développement, sur un gros projet de quartier. Après, effectivement, au niveau du financement, bah, il faut être inventif, il faut être assez ouvert, et puis il faut aller chercher les acteurs qui peuvent être intéressés justement par des financements, enfin par des affectations, des activités qui sont différentes. Euh, donc sur des gros quartiers, en général, on trouve, il n'est pas rare qu'on ait un panel, je dirais, d'investisseurs avec des attentes qui sont différentes. Certains qui sont plutôt spécialisés peut-être dans le logement, d'autres qui sont plus spécialisés dans le bureau ou l'activité. Et puis certains bah, je dirais, sont spécialisés dans les deux. Mais oui, il faut être un peu inventif aujourd'hui. Ok. Et ça t'a jamais fait peur de gérer des projets aussi gros? Dans le sens où, bah, si tu as 6 appartements, 10 appartements, c'est très, très facile de voir, de suivre, de tout gérer. Enfin, c'est facile, c'est tout est relatif, mais voilà. Mais quand tu gères, des dizaines de milliers de mètres carrés de construction, ça t'a jamais fait peur ça t'a jamais fait peur la gestion d'un tel projet? Peur, non, mais il faut être très attentif à tout et puis Ouais, surtout, il faut très bien s'entourer au niveau des partenaires, des mandataires. Donc ça, c'est primordial de travailler avec les gens qui ont les compétences nécessaires. Sur un plus petit objet, tu peux te permettre de faire ça de manière un peu plus artisanale, à la petite semaine. Quand tu développes des gros quartiers, il faut vraiment travailler avec des gens qui ont les compétences, avant OK. tout. Par rapport au marché immobilier, maintenant que ça fait, des années que tu es dedans, que tu fais des développements, comment tu as vu l'évolution de ce marché? Comment tu le sens, le marché immobilier suisse, maintenant, par rapport à avant? Ça en termes de développement ou Mmh. Alors, bah, comme je le disais tout à l'heure, donc de plus en plus de complexité au niveau administratif. Les terrains sont aussi de plus en plus rares, ce qui rend encore un petit peu plus complexe la démarche. Les terrains qui restent disponibles aujourd'hui sont difficiles à construire. C'est souvent des terrains qui sont pollués, où on a des problèmes géotechniques, qui appartiennent à plusieurs propriétaires. Donc tout ça complexifie un peu la démarche. Et puis en parallèle, eh ben, avec la croissance démographique, on a de plus en plus besoin de logements. On va vers un problème de disponibilité des surfaces, qu'elles soient de logement ou d'activité. Donc forcément une augmentation conséquente du prix depuis plusieurs années. est-ce que tu t'attends aujourd'hui à une baisse des prix avec tout ce qui est en train de se passer? Et Non. quelle est la différence avec il y a 3 ans? Bah, tu eShare Développement, est là depuis 2018, hein? Oui, oui, tout C'est à juste, fait, OK. tout à fait. Où tu as vécu juste la fin des taux très, très bas Oui. et l'explosion des taux, si on veut. Alors effectivement, on a eu de la chance pendant de nombreuses années d'avoir des taux qui étaient très bas, voire très, très bas. Ouais. On est aujourd'hui dans des taux qui ont pris l'ascenseur en très peu de temps. Par contre, on reste dans des taux qui sont empiriquement plus bas que ce qu'on a eu l'habitude de voir les 50 dernières années. Mmh. Donc, la problématique est que c'est venu d'un coup. Donc, on a vraiment eu un saut des taux qui ont triplé en l'espace de quelques mois. Et ça, effectivement, ça pose pas mal de problèmes parce que ça a empêché pas mal d'investisseurs comment dire, d'anticiper cette flambée des taux et puis finalement d'adapter les projets à cette évolution des taux. Et ça, c'est un problème. Quand ça vient d'un coup comme ça peut mettre à mal un certain nombre d'investisseurs, surtout des plus petits investisseurs ou des privés Ouais. qui ont peut-être moins l'expérience aussi et puis qui étaient plus dans l'opportunité de se dire je me lance dans une opération.
parce que j'ai des taux très bas et puis ça Ouais. va me rapporter un peu d'argent pour ma retraite. Et là, pour ces gens-là, c'est compliqué. Ouais, puis en parlant de développement, on a l'augmentation des taux, mais on a aussi l'augmentation des coûts de construction. Oui. Donc en fait, quand je le répète moi sur les réseaux sociaux et je dis qu'on ne construit pas assez en Suisse par rapport à la demande, hein, j'insiste aussi sur le fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation assez critique dans le sens où quand les taux étaient déjà très très bas, on construisait pas assez. Mhm. Là, les taux ont fait x3 plus 15% de coûts de construction. Donc tous les promoteurs, petits promoteurs, même moyens promoteurs, hein, qui ont fait des plans financiers en 2020 Mhm. avec des taux à 1% et des coûts de construction 15% plus bas que maintenant. Aujourd'hui, ils sont passés par le process d'autorisation de construire qui prend 3, 4, 5 ans. Mhm. Mhm. Donc ça a complètement changé le plan financier. Aujourd'hui, on arrive peut-être à une étape où ces promoteurs-là vont dire, bon, je construis pas, j'attends. Ah, alors c'est certain, c'est certain. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de projets qui ont été bloqués dû à cette flambée, si on peut l'appeler comme ça, des taux hypothécaires. Ouais. Et puis tu as tout à fait raison. Donc, avec des propriétaires qui ont un permis de construire, mais aujourd'hui qui ne peuvent plus construire parce que leur opération ne tourne plus. Mhm. Donc, bah, ça contribue aussi à cette augmentation des prix, puisque c'est la loi de l'offre et de la demande, et qu'on va vers un manque cruel de logements en Suisse romande, et puis notamment sur l'arc lémanique. Exactement. Mais pourtant, quand je dis sur les réseaux qu'on construit de moins en moins, tout le monde me dit, enfin tout le monde, pas tout le monde, mais les gens me disent, ok, moi j'habite dans un quartier là, ça arrête pas de construire, ça construit partout, tout le temps, il y a des immeubles qui poussent dans tous les sens. Et du coup, je sais pas trop quoi leur dire parce qu'en chiffres réels, c'est vrai qu'on construit de moins en moins. Oui. Donc, comment tu vois ça, toi, Non, de mais l'intérieur? effectivement, c'est la perception aussi qu'on a des choses. On voit des grues partout, on voit des projets de construction un petit peu partout. Par contre, ben, tout ce qui est construit, enfin ce qu'on construit aujourd'hui n'est pas suffisant pour répondre à la demande et puis à la croissance démographique. Donc quelque part, on subit ou on va subir un peu cette augmentation de la population. Et puis on est obligé de l'anticiper. Donc on ne peut pas juste attendre que les gens soient là, puis une fois qu'ils sont là, construire. On doit anticiper les constructions, Ouais. ce qui peut donner aussi l'impression que finalement, ben, on construit beaucoup, on construit trop. Mais quand on voit le taux de vacances en Suisse romande ou dans le canton de Vaud, plus particulièrement sur l'arc lémanique, ben, on voit très bien que les chiffres parlent pour eux-mêmes. Il y Mhm. a un manque cruel de logements. Ça n'existe nulle part ailleurs des taux logements vacants comme ça. Ouais, pas à ma connaissance Ouais. en tout cas. Ouais. Et par rapport, par contre, autant, bon, sur le. Donc, on disait avant, le problème, c'est qu'on ne va pas construire plus parce que les taux sont montés, l'activité de construction, Non. enfin, les coûts de construction sont montés. Mais en publiant sur les réseaux sociaux, bon, en parlant français, j'ai des Français qui voient mes vidéos. Et il y en a beaucoup quand je dis que les prix vont pas chuter, il y en a beaucoup qui me disent c'est n'importe quoi ce que tu dis, les prix ils sont en train de se péter la gueule, ça a fait moins 50%. Mais le marché immobilier suisse, pour moi, il n'est pas du tout dans cette situation-là. Et les gens qui pensent que le prix de l'immobilier vont baisser en Suisse, quoi ton avis à toi par rapport à ça? Heu, Se stabiliser peut-être, mais baisser, moi j'y crois pas, j'y crois pas. Pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que le foncier est très, très cher. Les coûts de construction, comme tu l'évoquais tout à l'heure, ont pris aussi une quinzaine de pourcents ces 2 dernières années. Et puis, ben, comme on le disait tout à l'heure, il y a un vrai problème aujourd'hui de disponibilité des logements, des surfaces, ce qui fait forcément que les prix ne vont pas baisser parce que c'est la loi de l'offre et la demande. Si on tombe dans un phénomène où on venait à trop construire et puis à avoir beaucoup trop de logements disponibles sur le marché, ben là, on pourrait imaginer une baisse des prix, mais en tout cas, moi, j'y crois pas ces prochaines années. Comment ça pourrait arriver ça? Possible? Ben, aujourd'hui, à mon avis, c'est impossible. On va plutôt se retrouver, Impossible. si on n'agit pas, aujourd'hui, on va plutôt se retrouver avec des gros problèmes puisqu'on n'aura plus de logements et puis que ben, on peut faire ce qu'on veut. La croissance démographique va continuer. Mhm. Et je pense c'est important voilà, d'anticiper ça, de construire, de continuer à densifier, mais à densifier avec qualité, hein, parce que c'est pas parce qu'on densifie qu'on doit le faire mal, au Ouais, contraire. ouais. Donc de densifier avec qualité et puis d'amener, bah, quand on construit le logement, d'amener aussi avec ce qu'il faut à côté, à savoir les infrastructures, les écoles, les places de travail et puis tout ce qu'il faut finalement pour éviter de faire des quartiers ou des villes qui deviennent dortoirs.
Ouais, parce que parmi ces grues qu'on voit dans la rue, il y a pas que des logements qui sont Ah, construits. alors non, puis heureusement. Il y a pas que des logements, il faut faire attention justement à ce qu'on n'ait pas des fois des inversions où tout d'un coup on construit trop de bureaux, plus Ouais. assez de logements ou le contraire. Donc on Mmh. doit toujours avoir une vision, je dirais, qui permet dans le temps de répondre aux besoins, et de logements et d'infrastructures et de services. C'est quoi ta vision par rapport à l'immobilier? C'est un domaine qui est extrêmement politisé et aujourd'hui, considérablement plus qu'avant. Mmh. Enfin bon, après j'ai pas vécu 40 ans, je sais pas comment c'était, mais ça m'a l'air d'être beaucoup plus politisé qu'avant, notamment parce qu'on a de plus en plus de lois et de plus en plus de monde, donc de plus en plus d'opposition aussi et donc de plus en plus de discussions, de plus en plus de services et cetera. C'est quoi pour toi le danger d'un monde immobilier, un domaine immobilier beaucoup trop politisé? Bah, nouveau la raréfaction des surfaces disponibles puisque tous ces facteurs-là font que c'est de plus en plus difficile d'obtenir des autorisations de construire, que ça prend beaucoup de temps, qu'un projet sur 2 qui démarre ne va pas aboutir parce qu'il sera victime d'un référendum, d'opposition, de recours, j'en passe et des meilleurs. Donc forcément, on continue à aller vers une raréfaction des surfaces, disponibles. Mmh. Et est-ce que tu penses que dans cette, politisation de l'immobilier, est-ce qu'il faudrait, instaurer des exigences minimales pour pouvoir être dans le domaine, actif dans le domaine? Dans le sens où, je m'explique, on en a parlé d'ailleurs, tout à l'heure, mais je vois passer des projets où des fois on me présente des choses et de plus en plus par la visibilité on me donne des documents des fois qui n'ont absolument aucun sens et qui sont faux, des fois même qui sont des faux, et c'est quand même un gros problème et en Suisse, rien n'est protégé. Alors oui, effectivement, enfin rien n'est protégé, en tout cas peu protégé, hein. Un Ouais. certain nombre effectivement de métiers dans le courtage, par exemple, ne sont pas protégés. Donc c'est vrai qu'on a vu ces dernières années quand tout allait bien pour le meilleur des mondes, pléthore de gens qui s'improvisent, promoteurs, courtiers et ça, j'ai envie de dire, ça marche quand tous les signaux sont verts. Aujourd'hui où ça se tend un peu, les taux d'intérêt, on le disait tout à l'heure, ont pris l'ascenseur, les terrains sont de plus en plus chers, viennent de plus en plus rares. Tout ce cumul finalement de circonstances fait aussi que, eh ben, à un moment donné, les gens qui ne sont pas des professionnels n'ont plus n'ont pas ou plus leur place dans ces transactions. Et c'est vrai qu'on voit encore beaucoup de dossiers qui passent, qui sont montés de manière très peu professionnelle, mais je pense qu'on va être confronté à ça de moins en moins. Donc le marché devrait s'auto-réguler. Bah, oui, je pense parce que quelqu'un qui n'a pas les compétences, à un moment donné, il n'arrivera pas et puis il aura peut-être développé quelque chose en achetant un foncier qui est trop cher. Il aura des logements, si on parle de logements qui auront des prix de sortie qui sont trop chers, qui ne trouveront pas preneur et il va se retrouver avec des problèmes. Donc je pense qu'il y a effectivement dans des situations, comme aujourd'hui qui deviennent un petit peu plus compliquées, une autorégulation qui se fait et c'est ça. En tant que professionnel dans le milieu, mis à part venir te voir, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui, dans sa famille, a hérité éventuellement d'une maison avec un terrain à densifier ou un terrain nu, hein? Ça existe encore des fois. Ce serait quoi ton meilleur conseil? C'est quoi l'étape 1 quoi, pour quelqu'un qui hérite de quelque chose et qui veut en faire quelque chose, mais qui a aucune idée de l'immobilier? Alors si c'est pas venir me voir moi, c'est venir voir un de mes collègues. Non, je Ouais. pense que c'est très, très important aujourd'hui de bien s'entourer, de chercher des gens qui sont des professionnels et puis qui ont fait leurs preuves finalement. Donc de pas céder à l'appel au chant des sirènes, parce qu'on vient nous dire: «Oui, ton terrain, moi je vais le développer, il vaut beaucoup plus cher que ce qu'on t'en a proposé, reste avec moi, je te fais». Mmh. Je t'accompagne et puis au final, tu vas gagner beaucoup plus d'argent. Il faut vraiment s'entourer de gens qui ont l'habitude de faire du développement, qui sont des pros, avec des bons architectes, avec des bons mandataires et puis c'est un métier le développement, donc je pense il faut faire attention si on n'a pas les compétences de ne pas faire n'importe quoi. OK. Dans toutes les analyses de terrain ou de projet que tu peux faire, est-ce que tu prends tout de suite immédiatement contact avec les autorités compétentes ou pas forcément? Parce qu'il y a des règlements, il y a des lois, et cetera, mais bon, vu que bon, on peut pas on peut baser ses idées là-dessus, mais jamais rien qui est au final tellement définitif et sûr. À quel stade est-ce que tu prends contact avec elles? Alors
Moi, j'aime bien prendre contact le plus rapidement possible avec, Ouais. avec les autorités, que ça soit avec les communes, le canton, les différents partenaires. Il faut avoir une idée de ce qu'on veut y faire avant, une esquisse, mais je pense que plus tôt, finalement, on prend langue avec les autorités, mieux c'est. On leur présente ce qu'on a envie de faire. On essaye d'être convaincant pour les faire monter dans le bateau et puis de les convaincre que finalement, c'est la bonne chose, le bon produit qu'il faut à la bonne place. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit passer et par un partenariat, en tout cas une collaboration avec les différents intervenants, que ça soit les autorités, que ça soit la population. C'est très important aussi quand on développe des gros projets d'intégrer d'une manière ou d'une autre le plus rapidement possible la population, comprendre aussi un petit peu leurs besoins, leurs attentes, et puis finalement de pouvoir en tenir compte quand c'est possible, et puis adapter les projets en conséquence. Ok. Est-ce que, à ton sens, il y a un plafond des prix de l'immobilier en Suisse, sur le territoire? Pas forcément. Est-ce qu'on se dit, ok, il faut voir ce qui se passe à Genève et à Zurich et tout le reste suit derrière et ça va continuer de monter? Non, alors un plafond, ça dépend de la situation. Ça dépend de la situation et puis de quel moment. Donc un plafond à proprement parler, je pense pas, mais on doit avoir des prix, voilà, qui correspondent à l'environnement, dans lequel ils sont pratiqués. Donc c'est sûr qu'on ne pourrait pas avoir les mêmes prix, c'est logique, mais à Zurich qu'au pied du Jura. Après, un plafond à proprement parler, je pense pas. Je pense pas. C'est vraiment une fonction en fonction un petit peu de ce qu'on développe, du produit. Moi, je pars toujours du principe on peut faire des beaux développements, n'importe où. On disait toujours, c'est l'emplacement, 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 oui, mais il y a de moins en moins d'emplacements, disponibles. Ouais. Donc il faut savoir s'adapter aussi un petit peu et puis plus que l'emplacement en lui-même, c'est d'avoir le bon produit au bon endroit. Ouais. Bah, d'ailleurs, par rapport à ça, c'est intéressant d'avoir ton avis sur les constructions. Alors, toi, tu es principalement sur la Riviera, j'imagine, Oui, sur oui, le tout l'arc développement, lémanique, ouais, voilà. l'arc lémanique. Parce que au final, les coûts de construction, qu'on soit à Lausanne, qu'on soit à Delémont ou à Sion, c'est les mêmes, Oui. plus ou moins. Oui, alors plus ou moins les mêmes. Et puis j'ai même envie de dire, je pense que c'est même des fois plus cher de construire au pied du Jura qu'au bord du lac, sauf si Ouais. on est dans l'eau. Donc oui, les coûts de la construction, globalement, ils sont les mêmes, ils sont plus ou moins les mêmes partout. Après, ce qui diffère beaucoup, c'est la durée potentiellement des procédures pour obtenir des autorisations, Mhm. qui amènent un certain renchérissement. Et puis, la raréfaction du foncier qui fait que quand on est situé à des très bons emplacements, le foncier est très cher, donc forcément le prix de sortie en pâtit aussi. Ah, bien sûr. Mais dans l'augmentation du coût de construction et l'augmentation des taux d'intérêt, un projet qui était viable avant à Lausanne peut rester viable à Mhm. Genève, pareil, parce que au final, enfin, je veux dire, l'augmentation des coûts de construction, c'est la même en francs absolus, qu'on soit à Delémont ou à Sion ou ici. Mais par contre, sur la globalité du projet, sur la marge qui reste à la fin, parce que vu qu'on construit au même prix, mais qu'on vend 4 fois le prix peut-être à Genève par rapport à Delémont, la marge n'est pas du tout la même. Non, non, alors c'est bien clair, c'est bien clair. Ce qui fait que c'est d'autant plus compliqué pour un investisseur d'aller construire et de développer un projet au pied du Jura que s'il est dans un top emplacement. Euh, donc, on peut, pour moi, continuer à développer et à construire, et il faut en périphérie, mais il faut le faire intelligemment, il faut le faire aussi sans surpayer du foncier. Et puis, ce qui pèse beaucoup, nouveau, je le disais tout à l'heure aujourd'hui, dans la balance, c'est la durée des procédures. Parce que si quand on développe un projet au pied du Jura, on a 10 ans de procédure, les 10 ans de procédure, puis l'investissement qu'il y a eu pendant ces 10 ans pèse beaucoup plus lourd que si on est effectivement au bord du lac à Genève. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, ça devient très compliqué à développer. Qu'est-ce que tu vois comme contrainte ou comme opportunité dans le futur du marché immobilier suisse? Tu as vu l'évolution jusqu'à aujourd'hui, ça a beaucoup changé en 15 ans, hein. C'est beaucoup professionnalisé aussi, mais comment est-ce que tu vois les futures contraintes ou les opportunités sur 10 ans? Avec la Je LAT? oui, je Ouais. pense des opportunités, il y en aura de moins en moins. Ça, Ouais. j'en suis convaincu, parce que comme on le disait tout à l'heure, il y a de moins en moins de terrain, c'est de plus en plus complexe, donc des belles opportunités, il y en a de moins en moins.
Par contre, il faut pas s'arrêter à se dire c'est plus compliqué qu'avant, on fait plus rien. Il faut retrousser les manches, être un peu inventif, se battre un petit peu plus et puis continuer à développer en toute intelligence. Est-ce que tu as une anecdote par rapport à un projet que tu aurais fait, un truc marrant ou quelque chose de très, très atypique par rapport à un projet immobilier que tu as développé, qu'il soit petit ou grand, hein, que tu pourrais partager ici? Oui, alors on parlait de la durée des procédures et puis de tous les problèmes qu'on est amené à rencontrer. Alors j'ai un peu le contre-exemple sur un projet que j'ai développé pour moi-même à Gland dans une zone d'activité où on a développé un projet de qualité dédié à l'activité secondaire et tertiaire dans une zone d'activité donc à Gland. Et on a déposé la demande d'autorisation de construire et 4 mois après, on avait un permis de construire en force sans Ouais. opposition. Donc voilà, c'est le contre-exemple. Ça arrive encore, c'est de plus en Pour plus quelle rare, taille mais de ça arrive projet? encore. Pour un projet de 7000 mètres carrés quand même. Donc Ah un ouais, quand joli même, en projet. 4 Ouais, tout mois? à fait. Ouais, ouais, Ah, ouais. c'est hallucinant. Donc, est-ce que c'est plus simple d'obtenir une autorisation de construire pour un projet d'activité secondaire ou Non, non, non. tertiaire? Alors c'est vraiment le contre-exemple, je dirais, à ce qu'on vit aujourd'hui, C'est une que je exception. citais tout à l'heure. C'est l'exception, ouais, tout à fait, tout à fait. Non, le problème aussi de l'activité, c'est très compliqué. On a des zones qui sont dédiées à de l'activité. On a beaucoup aujourd'hui de friches industrielles qui sont occupées avec, et puis qu'on essaie de reconvertir. Mais en même temps, quand on reconvertit les friches, il faut savoir ce qu'on va faire des occupants actuels. On ne peut pas juste dire on démolit, puis tous les gens qui exploitaient ces friches, finalement, ils vont aller ailleurs. Donc, Mhm. c'est pas, hum, c'est même aujourd'hui très compliqué, je dirais, de développer des projets d'activité, puisqu'il y a un moratoire à l'échelle cantonale. Le canton est en train de Ok. recenser tous les sites avec les régions, tous les sites d'activité. Et puis, une fois que ce recensement aura été fait, établir, je dirais, des règles en disant bah, là, on peut densifier l'activité, là, il ne faut pas densifier, puis peut-être ici, il faut dézoner. Ouais. Donc, non, non, c'est pas plus facile l'activité, au contraire. Ouais, c'est très compliqué de se projeter sur les futurs plans d'aménagement du territoire, hein, Oui, je dirais, on a une vision globale à l'échelle du canton avec une direction qui est assez claire. Malheureusement, quand on met ça en pratique, c'est beaucoup plus compliqué. On voit aussi aujourd'hui que la population est de plus en plus sensible à la densification, en veut de moins en moins. C'est un peu, on a voté la densification, on mais a, on la veut c'est pas ça, c'est un tellement, peu hein. schizophrénique. Donc on a accepté la date en disant voilà, on va densifier les zones habitées pour éviter de miter le territoire. Et puis quand on commence à densifier, les gens s'opposent à tout parce qu'ils veulent pas qu'on densifie devant chez eux. Donc ils sont d'accord qu'on densifie, mais pas devant chez eux. Ouais, c'est extrêmement, extrêmement Ouais, tout à compliqué, fait. hein. Comment tu gères les zones réservées? Parce que j'ai des cas souvent, mais surtout en Valais, de personnes qui viennent vers moi et me disent bon, bah voilà, là j'ai un terrain, je peux faire quelque chose avec, mais je sais pas ce que je peux faire. Mhm. Effectivement, moi je sais pas quoi leur dire parce que la commune c'est pas non plus, personne ne sait ce qu'ils peuvent faire avec ce terrain, ils peuvent rien construire tout de suite. Et combien ça vaut un terrain en zone réservée? Parce que ça vaut pas rien, parce que c'est encore potentiellement, enfin voilà, on sait pas trop, mais ça vaut pas ce qu'on peut construire aujourd'hui, parce qu'on peut pas vraiment construire aujourd'hui. Compliqué. J'ai envie de dire aujourd'hui, c'est une très bonne question. C'est très difficile à estimer la valeur d'un terrain qui est en zone réservée, puisque à terme, il pourrait devenir inconstructible. Donc effectivement, est-ce qu'il vaut rien? Non, mais il peut ne valoir pas grand-chose. Ça dépend de tellement de facteurs que c'est difficile à dire. Moi, aujourd'hui, des clients qui viennent me voir avec un terrain en zone réservée, je leur dis bah, il faut aller rediscuter un tout petit peu avec la commune, voir si à terme, il y a une volonté, une fois que la zone réservée arrivera à échéance, hein, puisque la zone réservée a une durée limitée, c'est 5 ans plus 3 ans. Ça peut être prolongé jusqu'à 8 ans. Mais des terrains aujourd'hui qui sont en zone réservée vont se voir dézonés, ça c'est certain. Ouais. Donc perdre la totalité de leur valeur. Est-ce que Ils ça vaudront quelques francs au mètre carré, comme si c'était un terrain en ouais, zone agricole. ouais, mais si on passe de 500 balles à 5 francs le mètre carré, Ça fait mal. c'est pas terrible, hein. Non, non. Ça t'est déjà arrivé d'aller négocier avec, enfin d'obtenir une autorisation de construire dans une zone réservée justement en discutant avec la commune? Ou pas jusqu'à aujourd'hui? Parce qu'a Non, pas priori, c'est pas aujourd'hui, parce impossible, que. mais Alors, c'est pas impossible, mais aujourd'hui, là où les communes ont fait des zones réservées, c'est que c'est soit effectivement qu'ils se sont vus obligés de faire une zone réservée dans l'attente de la mise en place de leur plan d'affectation communale.
parce qu'ils avaient peut-être déjà trop construit les précédentes années et puis qu'ils bloquent tout en disant maintenant il faut aller au bout du processus, mettre en place notre plan d'affectation communale et puis ensuite on pourra voir sur la base de ce plan quelle parcelle on réaffecte ou pas. Donc je dirais quelqu'un qui est aujourd'hui victime d'une parcelle qui a été affectée dans ce type de zone, il faut qu'elle ait la meilleure chose qu'elle peut faire, c'est aller voir la commune et puis lui poser de facto la question. Est-ce qu'il y a sur le long terme, enfin sur le moyen terme, une vision pour cette parcelle? Et puis rester à l'affût, je dirais, se renseigner sur la planification supérieure qui est faite dans sa commune ou dans son canton. Ouais, ouais. Par rapport à ça, parce que souvent les gens se rendent pas compte, mais jusqu'à quel stade c'est possible de négocier avec les autorités publiques, avec la commune, sur un projet de construction où tu peux dire: «OK, bon, bah, ici, dans ce cas-là, ça va on sort, on aura besoin d'un petit peu plus de densité, Mmh. mais à côté, on vous fait ça», ou bien ici, on doit adapter un petit peu, on sort un petit peu, on déroge un petit peu au règlement des constructions, mais on fait ça à côté. Jusqu'à quel stade est-ce que c'est flexible? Alors, je dirais, bon, tout est quand même assez bien défini, hein. Donc, on a une planification à l'échelle cantonale Mmh. qui va imposer ou donner un certain nombre de libertés aux communes. Puis après, chaque commune a son propre plan d'affectation sur lequel elle travaille. Et puis quand elle crée son plan d'affectation ou qu'elle crée un nouveau plan d'affectation, elle a une certaine latitude par rapport à ça, mais qui doit rester toujours je dirais, dans les guidelines de la planification supérieure, à savoir de la planification cantonale, voire fédérale. Ouais. Bah, accessoirement, Donc, si tu respectes la loi à la lettre, t'as pas forcément, alors, je de je pense qu'on peut respecter la loi à la lettre et densifier, mais il faut être un peu inventif. Et puis, par contre, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, dans des zones qui sont habitées, on a plutôt des obligations d'une densification minimum que le contraire. ouais, Alors avec complètement. des plafonds aussi, hein, mais je veux dire, Ouais. on peut plus aujourd'hui aller faire des quartiers de villas n'importe où, comme on veut, comme on le faisait avant. Ça, c'est intéressant et ça a beaucoup changé parce que c'est vrai qu'en tout cas en Valais, hein, avant, les communes partaient du principe que qui peut le plus peut le moins. Tu peux faire un immeuble de 5, 6 appartements, bon, tu peux faire ta villa, Ouais. quoi. Parce que bon, ce sera de toute façon, l'impact, il est moins important. Mais aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. Alors Aujourd'hui, effectivement, c'est c'est terminé pour moi cette période et la latte ne veut pas ça. ouais, Donc on doit aujourd'hui densifier les zones qui sont déjà urbanisées, comme on le disait tout à l'heure, pour éviter de bétonner le territoire et de le miter, et puis surtout pour éviter de devoir construire des infrastructures ouais, à tout va. Donc, ouais, c'est clair. de concentrer la densité, c'est quelque chose d'important. C'est quoi ton avis, par rapport aux maisons individuelles? Il y a eu beaucoup d'articles dans les journaux sur les baby boomers qui vont s'en aller, qui vont nous quitter et qui vont laisser énormément de maisons derrière eux, 400 000, en 20 ans. C'est quoi ton avis par rapport à ça? Parce que moi, j'ai un avis très tranché, c'est qu'aujourd'hui, on construit plus de maisons. Donc, on va pas du tout se faire, recevoir une avalanche de maisons individuelles qui vont devenir à moitié gratos parce qu'il y a personne qui sera dedans. Donc, Ah non, non, alors ouais, je sais pas si effectivement, je pense plutôt que ce genre de propriété prend de la valeur et va continuer à prendre de la valeur parce que ouais, ça devient quelque chose de rare. ouais, Et nouveau, c'est propre à l'être humain, hein, c'est comme je disais tout à l'heure. Donc les gens disent oui, oui, il faut densifier, mais pas devant chez moi. Eh ben, les gens qui ont l'opportunité, les moyens de s'acheter une villa plutôt que d'aller vivre dans un grand immeuble de 100 logements, ils vont continuer à le faire. Donc, ouais. après, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir nouveau une vision un tout petit peu plus sur une durée un tout petit peu plus longue, et puis de se dire, ben voilà, là, on peut peut-être garder un quartier de villa, puis ce quartier de villa-là, dans 10 ans, par rapport à sa situation, il doit être densifié. Donc, le jour où il faudra raser et puis refaire quelque chose avec une plus forte densité. Mm. Ouais, bah, d'ailleurs, ça fait beaucoup parler à Genève, les zones de Oui. développement, notamment avec cette histoire de ce propriétaire qui a vendu sa maison, qu'il a achetée il y a 6 Tout ans à fait. et Mm. qui s'est fait préempter à un prix plus bas que ce qu'il avait vendu. Alors là, c'est assez dramatique, hein, ça devient compliqué. Oui, alors effectivement, le droit de Pour les jeux de voix, préemption c'est très, est. très spécial, Oui, hein. oui, alors on vit aussi un certain nombre de mesures et de problèmes dans le canton de Vaud par rapport au droit de préemption. Ouais, Nouveau, pour moi, c'est un outil qui doit rester un outil qui doit être appliqué au cas par cas, et ça ne doit pas devenir une systématique de la part des communes de préempter à tout va sur tout type d'objet. Donc, ouais.
Et puis surtout, je pense que ce n'est pas le rôle des communes de devenir promoteurs ou développeurs à la place des développeurs. Et puis finalement, c'est un petit peu malsain qu'elles voient tous les dossiers passer et puis qu'elles puissent comme ça faire leurs courses un petit peu comme elles le Ouais. veulent en disant, ah bah là, il y a une bonne opération, il y a quelque chose qui a été développé pour moi, hop, je préempte. Donc, le droit de préemption existe, mais il doit être appliqué je dirais, au cas par cas et puis vraiment sans abus. Ouais, ce qui n'est pas forcément le cas Ce qui n'est pas maintenant. toujours le cas. Et mais qui est en cours de discussion, notamment avec des gros projets. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, et puis c'est quoi alors les objectifs maintenant pour eShare Développement sur la suite? De continuer à pouvoir travailler, participer au développement de gros projets, de gros quartiers, en ayant toujours, je dirais, cette vision sur le moyen long terme de développement durable et qualitatif. Mhm. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour moi, on peut et on doit densifier, mais il faut le faire de manière qualitative. Donc, pour moi, mon positionnement, c'est de continuer avec cette vision des choses et puis de pouvoir offrir nos services à des institutionnels, des family office, des privés finalement qui ont les mêmes valeurs et puis qui veulent construire, mais de manière qualitative. Et vous êtes basé à Lausanne. On est basé à Lausanne, oui. Vous resterez à Lausanne. Oui, on est bien où on est pour le moment aujourd'hui, donc on n'a pas l'idée d'aller ailleurs. Magnifique. Ben, merci beaucoup Robert pour l'échange Merci à toi, avec plaisir. et à très vite. À bientôt.